Allons-y. Alors, pour commencer, donne-moi ton résumé général de 2025. Quels ont été les plus grands événements et leurs conséquences? Eh bien, le grand événement global, c'est que l'Amérique est en repli. Et je pense que c'est là la véritable histoire. Je veux dire, il y a des moments où les choses semblent se renforcer, mais les États-Unis ont subi deux revers très importants cette année. Le premier concerne le domaine du commerce et de l'économie. Ils ont commencé l'année convaincus qu'ils pouvaient exercer une pression sur la Chine et la repousser dans ce qu'ils considéraient comme sa boîte. En d'autres termes, une source de main-d'œuvre bon marché pour l'industrie manufacturière américaine. Nous avons eu une guerre économique contre la Chine, car c'est exactement ce que c'est. La guerre des tarifs, ces droits de douane, il est devenu de plus en plus clair que les tarifs mondiaux visaient en fin de compte la Chine. Tout tournait autour de la Chine, au final, et de la volonté d'assurer la domination économique américaine sur la Chine. Nous avons imposé des sanctions contre la Chine en raison de ses tentatives de restreindre la technologie qui se sont intensifiées au cours de cette année. Nous avons également observé cela et toutes ces attaques ont échoué. La Chine a démontré qu'elle dispose d'un levier considérable grâce aux terres rares. Elle a prouvé la résilience de son économie et la solidité de ses chaînes d'approvisionnement, principalement internes. Elle a aussi montré qu'elle est une égale sur le plan technologique. Ce n'est pas encore quelque chose que les Américains ont pleinement compris, mais ils le feront bientôt. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un grand article dans le Financial Times, je crois, confirmant que la Chine a construit ses premières machines de lithographie ultra légères, ou quel que soit le terme exact. Apparemment, ils ont réussi à obtenir l'aide de personnes venant d'ASML, ce qui est intéressant, car cela montre que les Néerlandais faisaient appel à des scientifiques chinois. Ils ont donc récupéré tout cela et ont construit cette première machine, apparemment énorme. Elle est bien plus grande que les machines néerlandaises, mais c'est normal lorsqu'on fabrique un prototype. Il reste encore du travail à faire sur l'optique, mais les Chinois vont régler tout ce qu'il reste à perfectionner dans ce domaine. Certains disent qu'il faudra attendre environ 2030 pour que la Chine commence à produire en masse des puces très haut de gamme en grande quantité. Si cela arrivait dès l'année prochaine, je ne serais pas surpris. Je ne dis pas que ce sera l'année prochaine. Je pense plutôt dans 1 an ou 2. Mais ils avancent rapidement et avec détermination. C'est donc une défaite majeure pour les Américains. C'est la plus grande défaite. C'est la plus grande, la plus lourde de conséquences de toutes. Maintenant, la deuxième défaite que l'Amérique a subie en 2025 est venue des mains de la Russie et elle s'est produite en Ukraine. Je pense qu'il est devenu clair, il y a bien plus d'1 an, que la Russie ne serait pas vaincue en Ukraine. Mais on supposait que si les Américains arrivaient avec tous leurs pots de vin, leurs offres et toutes ces choses-là, ils pourraient convaincre les Russes de s'arrêter là où ils en étaient. Et ils pensaient pouvoir s'en servir comme levier pour détacher la Russie de la Chine. C'était, je veux dire, une manœuvre assez évidente, un plan depuis le début. Trump y croit clairement. L'examen de la stratégie de sécurité le montre finalement. Au fond, cela a toujours été à propos de cela. Et encore une fois, ce plan a échoué. Les Russes ont refusé de s'arrêter. Ils ont refusé de faire des compromis. Ils ont absorbé toute la pression exercée sur eux. Et cette pression n'a jamais été aussi forte que les Américains l'avaient imaginé. Le résultat, c'est qu'ils abordent 2026 en donnant clairement l'impression d'être en position de force. Donc, encore une fois, il y a eu des à-coups et des incidents. Comme avec la Chine, les Américains ont fait toutes sortes de choses pour irriter Pékin. Des amendes sur les navires construits en Chine, entrant dans les ports américains, ce genre de choses.
Il y a eu des mesures similaires avec la Russie, sanctions contre Rosneft, Lukoil et ainsi de suite. Mais rien de tout cela ne peut masquer la réalité qu'au final, ce sont les Russes qui ont l'élan et les Américains qui battent en retraite. Et les Américains ont tenté de dissimuler le fait qu'ils ont perdu ces deux grandes batailles géopolitiques en multipliant les habituelles mises en scène là où ils le pouvaient, au Venezuela, au Moyen-Orient, partout. Mais ce sont ces deux grands événements, celui de la Chine, de loin le plus important d'ailleurs, et celui de la Russie, qui n'est pas négligeable non plus. Ce sont ces deux éléments qui ont marqué l'année 2025 et qui façonneront l'avenir. Et nous avons vu qu'à la toute fin de cette année, les Américains ont publié leur plan de stratégie de sécurité. Confus et incohérent, certes. Mais malgré tout, cela montre qu'il existe, du moins chez certains Américains, une prise de conscience naissante que leur pays est en recul. Je pense qu'en 2025, on a presque l'impression d'un tournant. Si l'on regarde en arrière plus tard, parce qu'avant cela, tout le monde parlait de la montée de la Chine, j'ai vraiment le sentiment qu'en 2025, la Chine est officiellement arrivée. Et c'est en partie à cause de cette guerre des tarifs, n'est-ce pas? Un affrontement entre les États-Unis et la Chine. J'ai l'impression que comme pour tout empire en déclin, quand on décline, il vaut mieux ne se battre avec personne, car cela ne fait que confirmer le déclin, n'est-ce pas? Donc, 2025, c'est un peu ça, non? C'est tout à fait exact. C'est d'ailleurs une très bonne façon de le formuler. En fait, il est intéressant de constater que l'expression « l'essor de la Chine » ou « la montée de la Chine » n'apparaît plus nulle part. Et c'est précisément pour la raison que vous avez évoquée, parce que la Chine est arrivée à maturité. Il n'est plus possible pour les États-Unis de vraiment prétendre qu'ils sont supérieurs à la Chine. Ils se considèrent comme son égal, mais plus comme son supérieur. Donc je pense que vous avez tout à fait raison. L'année 2025 a été une année charnière, et ce sera une période sur laquelle les historiens écriront beaucoup. Et cela explique probablement en partie pourquoi Trump est si désespéré d'avoir cette guerre avec le Venezuela, non? Il a besoin d'une sorte de victoire, n'est-ce pas? Oui, oui, mais pas seulement Trump. Je veux dire, les Américains veulent faire une démonstration de force pour prouver au monde qu'ils sont encore puissants. C'est ce que l'on voit au Venezuela. Cela ne se traduit pas vraiment. Cela ne fonctionne pas exactement comme il l'avait prévu, parce que Maduro ne s'est pas enfui. Le Venezuela est toujours là. Ils ont imposé des blocus maritimes qui consistent à saisir des navires transportant du pétrole vers la Chine. Remarquez que cela signifie que c'est du pétrole chinois d'ailleurs, juste pour le souligner. Mais je veux dire, ils ont fait tout cela, et pourtant ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Et ce matin, des rapports indiquaient qu'ils étaient sur le point de saisir un autre pétrolier, et le pétrolier a hissé le drapeau russe. Et à ce moment-là, les Américains ont reculé. D'accord, nous en reparlerons de cette affaire de saisie du pétrole chinois. Une autre chose que je trouve importante pour 2025, c'est l'affaire Epstein. Parce qu'à l'intérieur du pays, oui, nous parlions de politique étrangère tout à l'heure, mais tout cela est lié. Donc sur le plan intérieur, je pense que le grand public savait déjà que les élites américaines, étaient corrompues. Ce n'est pas nouveau. Mais l'ampleur du scandale Epstein et les efforts déployés par l'administration Trump pour l'étouffer ont, je crois, cristallisé chez les gens l'idée que tout le groupe, toute cette classe d'élite est complètement corrompue. Toute la classe, en somme. Absolument. Concernant Epstein lui-même, vous avez tout à fait raison. Le grand public a toujours eu le sentiment qu'il y avait là quelque chose de très grave.
Nous avons également connu des retards de publication qui ont d'abord nui aux démocrates, mais ont désormais causé des dégâts politiques catastrophiques à Trump lui-même. Et cela a renforcé l'idée que, vous savez, c'est une histoire terrible. Mais maintenant, nous obtenons des documents publiés, nous recevons des photographies, nous recevons des courriels. Et le tableau est, si possible, encore pire pour moi que je ne l'avais imaginé. Nous avons déjà discuté de tous les courriels, du fait qu'Epstein ait pu mener une sorte de diplomatie, comme s'il était, vous savez, un haut diplomate travaillant pour les États-Unis, comme le secrétaire d'État. C'est incroyable qu'il ait été impliqué dans la diplomatie à un tel point. Mais ce que j'ai trouvé encore plus révélateur et finalement encore plus choquant, ce sont les photographies. Les photographies montrent qu'Epstein n'a fait aucun effort pour dissimuler ses activités. En réalité, il était totalement effronté à ce sujet. C'est complètement ostentatoire. On voit toutes ces personnes importantes entrer dans ces différentes résidences, là où tout cela se passait. Et il n'est désormais plus possible qu'elles prétendent ne pas en avoir eu connaissance, car nous voyons les photos. Nous voyons les photos sur les murs. Nous voyons les dispositifs qu'il avait éparpillés partout. Et je pense qu'aucun d'entre eux, autant que j'ai pu le voir, ou si certains l'ont fait, très peu, ne semble avoir protesté, ne semble avoir dit à Epstein « c'est impossible, je m'en vais, je pars maintenant », ou ne l'a signalé, comme ils auraient dû le faire, aux autorités. Et nous voyons de nombreux exemples. Nous voyons Bill Clinton dans une baignoire avec une femme non identifiée. Nous voyons le prince Andrew allongé sur les genoux de plusieurs autres femmes. C'est répugnant, c'est terrible, mais c'est cette audace absolue qui, je crois, révèle toute l'affaire. Donc tout le monde, je veux dire, je connais un peu New York, tout le monde d'important à New York devait savoir ce que cet homme faisait. Et il a pu continuer à le faire, année après année, décennie après décennie, détruisant des vies, étant le prédateur épouvantable qu'il était. Et personne ne s'est opposé à lui. En même temps, il menait apparemment une diplomatie au nom des États-Unis. Ainsi, toutes les questions restaient sans réponse à son sujet. Comment il a gagné son argent? Comment il a pu, même avec la fortune qu'il possédait, mener ce mode de vie impossible? Toutes ces grandes questions demeurent sans réponse. En réalité, elles sont devenues encore plus pressantes maintenant que nous en savons davantage sur lui. Nous percevons pleinement l'ampleur et la portée effroyable de ses activités. Tu vois, quand je regardais ces photos, je me dis que j'ai probablement eu tort d'y croire. Tu sais, je me pose la même question. Comment des gens, sans savoir cela, peuvent-ils continuer à avoir des contacts avec lui et encore moins participer à ses activités horribles? Je veux dire, pourquoi aurait-on même un ami comme ça, non? Des gens comme Larry Summers, je suppose. Mais bref, j'ai une nouvelle théorie. Je pense qu'il a en fait exposé ces photos chez lui intentionnellement, comme une sorte de publicité pour ces gens, comme pour dire « vous pouvez venir sur mon île, chez moi, dans mon monde, et faire des choses que vous n'oseriez faire nulle part ailleurs. » Je pense que c'est ce qu'il fait. Oui, si tu as déjà lu les romans du marquis de Sade, tu sais, ce philosophe français de la fin du XVIIIe siècle, comme certains l'appellent, tu serais familier avec tout cela. Je veux dire, c'est exactement ce que je pensais que c'était. C'était comme ouvrir les portes, inviter les gens. Regardez, c'est ici que tous vos fantasmes deviennent réalité. Oui, 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 c'est ce qu'il fait. Oui, et quelqu'un a remarqué que ces emails étaient plutôt intéressants. Il y a un auteur, il s'appelle Anand Giridharadas, je crois un Indien. Il a écrit un livre il y a des années intitulé « Winners Take All ». Et récemment, il a eu une conversation avec Chris Hughes.
Il a dit qu'il avait passé plusieurs jours à lire tous ses emails. Et une chose qui l'a frappé, c'est qu'il commençait presque toujours par « Hey, Jeffrey, t'es où ?» ou « Hey, Untel, tu es où ?» Et les réponses étaient du genre « Je suis à Londres, je suis à Amsterdam » et ainsi de suite. Il a dit que ces gens, collectivement, n'ont pas de lien avec une communauté. Ils sont toujours quelque part ailleurs. Et pour eux, si tu n'as pas de communauté, alors tu n'as pas d'attache. Que ce soit une communauté, un pays ou un lieu, tu n'as pas d'attache. C'est un point très intéressant. C'est un point vraiment, vraiment intéressant. Et c'est bien de cela que vous parlez. Beaucoup des mondialistes, n'est-ce pas? Vous, à de Duran, vous parlez souvent des mondialistes. C'est exactement ce qu'est un mondialiste, à mon avis, non? Oui, c'est tout à fait exact. C'est un point très intéressant. Je vais en parler à Alex, d'ailleurs, et nous pourrions y revenir. C'est un point brillant. Oui, je suis d'accord. Je trouve cela très intéressant. J'ai aussi remarqué qu'ils demandent toujours « Salut, tu es où ?» Je veux dire, je me disais, ces gens ne restent jamais nulle part. Ils se demandent toujours ça entre eux. Et ils disent « D'accord, si tu n'es pas loin, allons dîner » ou quelque chose comme ça, tu vois? Donc, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que le dossier, ou quoi qu'il contienne, nous donne toujours une idée, des informations supplémentaires sur les élites, non? Oui, et peut-être que rien que pour cette raison, Trump hésitait à nous le donner, peut-être. Absolument. Oui. Je veux dire, il est clairement impliqué à un certain niveau. Il en savait manifestement plus sur ce qui se passait qu'il ne l'a jamais laissé entendre. C'est, disons, l'interprétation la plus généreuse et probablement la plus juste, en réalité. Mais cela dit, il est visiblement très embarrassé par cette affaire. Et je suis sûr qu'une des choses qui le motive, c'est que beaucoup de ceux qui lui donnent de l'argent, ses donateurs, sont probablement eux-mêmes fortement impliqués. Mais au bout du compte, je ne pense pas que qui que ce soit s'est résoudre. C'est ça, la partie triste. Et cela ne fera qu'attiser davantage la colère du public. Absolument, moi aussi. D'accord. Continuons avec le sujet États-Unis-Chine. Tu viens de mentionner que les États-Unis avaient saisi des pétroliers venant de Chine. Enfin, c'est assez compliqué. Les États-Unis viennent d'un pays qui a une grande industrie maritime, comme la Grèce. L'un des navires qu'ils ont pris s'appelle Skipper. Il battait pavillon du Guyana, mais il appartient à une société appelée Triton Navigation Group, basée aux îles Marshall. Mais il est exploité et géré par une autre entreprise basée au Nigeria. Les réparations et la maintenance sont effectuées à Singapour, je crois à Singapour ou peut-être aux Émirats arabes unis, et il est assuré, je suppose, par une société britannique. Donc l'industrie maritime est extrêmement complexe, n'est-ce pas? So the shipping industry is extremely complex, isn't it? To put it mildly, I mean, shell companies. Pour le dire avec douceur, les sociétés écrans et les fausses identités font absolument partie de cette industrie. J'étais seulement très marginalement impliqué, mais j'en sais assez, et je connais beaucoup de gens qui y ont participé. Et ce sont parmi les personnes les plus impitoyables, prédatrices et dénuées de tout sentiment que vous puissiez rencontrer. Tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'évasion fiscale, des paiements contournés et de tout ce qu'on peut faire pour y parvenir. Et vous savez, les gens qui font cela, il faut leur reconnaître ça, ils le font bien et ils permettent au commerce mondial de continuer à fonctionner. Je le pense vraiment. Si tout le monde respectait les règles, le commerce mondial ne fonctionnerait pas aussi bien qu'il le fait. C'est la première chose à dire. Mais ce jeu de coquilles d'entreprise, qui rend très difficile l'identification du véritable propriétaire, est extrêmement courant dans ce milieu. En fait, c'est absolument la norme. Mais malgré tout, nous savons que la cargaison, ce sont des huiles qui appartiennent à la Chine. Je pense que le pétrole vient du Venezuela et part pour la Chine, n'est-ce pas? Donc cela, nous le savons.
C'est, soit dit en passant, la chose la plus importante. Je veux dire, encore plus important que de savoir qui possède le navire, c'est de savoir qui possède la cargaison. Si vous avez quelques notions de droit maritime, et j'en ai un peu, vous sauriez que la cargaison est en réalité plus importante que le navire. C'est donc la saisie de la cargaison qui constitue un acte de piraterie audacieux. Vous arrêtez un navire en haute mer, vous le fouillez, vous harcelez l'équipage. Vous pouvez avoir commis toutes sortes de crimes. Mais si vous confisquez le navire, retirez sa cargaison et gardez cette cargaison pour vous, c'est là que réside véritablement le crime de piraterie. C'est exactement ce que faisaient les pirates du XVIIIe siècle. Oui, on n'entend plus vraiment parler de liberté de navigation. Ce n'est plus un sujet intéressant maintenant. Mais bon, la Chine fait quelque chose pour riposter. L'une des choses, je n'ai vu aucun rapport à ce sujet, c'est que la Chine aurait en fait intercepté un cargo exploité par Evergreen, je crois. C'est un navire de fret, mais ils auraient soi-disant trouvé des armes, des HIMARS, à destination de Taïwan. Oh mon Dieu. Evergreen est une entreprise taïwanaise et c'est censé être un navire de fret civil. Mais la Chine, je pense que la Chine était au courant de ces choses, non? Alors leur garde-côte l'a annoncé. Ils ont simplement publié une liste de la cargaison qu'ils ont saisie, d'accord? Et là-dedans, ils ont mentionné des HIMARS. Je ne vois aucune confirmation venant des médias occidentaux, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Je dois faire confiance aux médias chinois. Je n'ai aucun doute que les médias chinois disent la vérité. Je pense donc que c'est une façon pour la Chine de riposter. D'accord, tu saisis mon pétrole, je saisis tes armes. Je pense que c'est une possibilité, mais ce n'est pas une très bonne évolution, car dans l'ensemble, cela perturbe complètement toute l'industrie du transport maritime, n'est-ce pas? Je pense que c'est une histoire énorme. Si elle était fausse, les États-Unis et les gouvernements occidentaux ne se seraient pas contentés de la démentir. Ils auraient aussi déclaré que de fausses informations circulaient dans les médias. Le fait qu'ils ne protestent pas publiquement à ce sujet et qu'il semble clairement y avoir une consigne donnée aux médias, ne rapportez pas cette histoire, montre à quel point c'est incroyablement sensible. Il est donc évident que les États-Unis ont armé Taïwan de manière clandestine. Nous avons toutes les annonces officielles concernant les armes envoyées à Taïwan depuis les États-Unis, mais il faut désormais admettre qu'il existe un flux d'armes supplémentaires et secondaires, probablement bien plus important, mené en secret. Et en secret non pas vis-à-vis du gouvernement chinois, qui évidemment est parfaitement au courant de tout cela, puisqu'il dispose de services de renseignement partout à Taïwan, je n'en doute pas, mais tenus secrets pour vous et moi. Oui, et pour le peuple américain, qui ignore que nous armons Taïwan. Et je dis « nous » parce que je suis sûr que la Grande-Bretagne est également impliquée. Armer Taïwan, au risque d'une guerre, un affrontement direct avec la Chine, qui aura bien sûr un impact énorme partout dans le monde. C'est donc un premier point, une partie très importante de cette histoire. Le second, c'est le fait que la Chine prend désormais des mesures de représailles en saisissant des navires. Cela ne me surprend pas, mais c'est profondément choquant pour l'Occident, car bien sûr, du point de vue occidental, ils ont dominé les océans du monde. Ils partent du principe qu'un blocus maritime est quelque chose dont ils ont le monopole. Et maintenant, la Chine montre que c'est faux. La Chine peut saisir des navires tout aussi facilement qu'eux, si c'est le genre de jeu qu'ils veulent jouer. Et il faut garder à l'esprit que tout cela se déroule sur fond d'expansion de la marine chinoise, qui croît en échelle et en taille. Non, tout en ne montrant aucun signe de vouloir devenir une marine mondiale, comme l'est la marine américaine.
Et la marine américaine elle-même est en déclin. Ainsi, en novembre, ils ont annulé le projet de construction des frégates de la classe Constellation, car tout ce programme tournait complètement à la catastrophe. Donald Trump a eu cette idée farfelue de construire d'immenses croiseurs équipés de canons à rayons et d'accélérateurs de faisceaux de particules ou autre chose du genre, que je pense personne ne prend vraiment au sérieux. Là encore, on peut voir toute la fanfaronnade et le bluff dans tout cela. Mais les Russes disent maintenant aux navires du monde entier « Hissez notre drapeau et nous vous protégerons ». Et les Russes, qui ont bien une flotte, pas aussi grande que celle des Chinois ou des Américains, mais une flotte tout de même, affirment désormais qu'ils fourniront des escortes navales. On peut donc voir que la situation devient de plus en plus dangereuse et que la Chine passe à l'action. Et bien sûr, toute action entreprise par la Russie sera éclipsée par celle que mènera la Chine. Eh bien, si l'idée de Trump ou celle du gouvernement américain, c'est la doctrine Monroe, donc ils veulent empêcher la Chine, la Russie et tout le monde d'entrer en Amérique du Sud, alors saisir leur cargaison revient à faire exactement l'inverse, non? La Chine et la Russie devront intervenir pour protéger leurs marchandises. C'est le contraire de ce qu'ils essaient de faire. C'est tout à fait exact. Si vous voulez une situation où la marine chinoise commence à patrouiller dans le golfe du Mexique et le long de la côte pacifique des Amériques, eh bien, vous vous y prenez de la bonne manière. Oui, exactement. Une autre chose que la Chine a faite, c'est de sanctionner 20 entreprises de défense américaines. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi sanctionné 10 personnes, des dirigeants de haut niveau. Apparemment, cela a pris les États-Unis par surprise. Ils semblent encore étonnés et leur plainte était « Vous ne nous avez pas prévenus à l'avance ». Pourquoi devraient-ils vous prévenir à l'avance? Et cela rejoint ce que tu disais au début. 2025 est une année charnière, un tournant décisif. Mais ils s'habituent encore à cette idée. Ils ne s'y sont pas encore vraiment faits. Non, ils ne l'ont pas fait. Non, absolument pas. Je ne pense pas qu'ils sachent comment faire. Mais vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, cette histoire n'a pas été rapportée dans les médias britanniques. C'est la première fois que j'entends dire que la Chine a pris des mesures en ce moment. Non, absolument. Cela m'intéresserait beaucoup. Oui, peut-être que je me rende plus en plus compte qu'il y a des choses qu'ils ne rapportent tout simplement pas. Donc à l'avenir, je t'enverrai probablement plus de liens. D'accord. Une chose que j'ai aussi remarquée à propos de toute cette situation du pétrole, le prix du pétrole n'a pas augmenté, ce qui est assez intéressant. Maintenant, peut-on dire que l'OPEP ou l'OPEP+, contrôlait environ 53% de l'approvisionnement mondial en pétrole, mais que c'est maintenant tombé à 46%. Donc l'influence de l'OPEP+ sur le marché pétrolier est énorme, mais elle diminue aussi. Est-ce qu'elle s'affaiblit? Oui, c'est le cas. Je veux dire, les prix baissent. Et la consommation de pétrole est inférieure à ce qu'elle était. L'une des principales raisons est l'électrification de la Chine. La Chine était ces dernières années le principal moteur de la hausse des prix du pétrole sur le marché mondial. Aujourd'hui, la Chine n'utilise plus autant de pétrole qu'avant. Elle en consomme encore beaucoup, mais la courbe de croissance a ralenti, car la Chine se tourne vers de nouvelles technologies. Cela a atténué la pression sur le marché pétrolier. Il y a aussi un autre facteur. Depuis le début de cette année, l'OPEP+ a commencet à augmenter sa production. Et la raison en était que les Saoudiens, c'est quelque chose de très courant d'ailleurs, avaient imposé des courbes de production à tous les autres membres de l'OPEP. Les Saoudiens eux-mêmes respectent ces réductions de production, car ils sont le grand producteur d'ajustement.
Les plus petits producteurs, en revanche, profitent du fait que les Saoudiens ont réduit leur production et que le prix du pétrole augmente pour tricher sur leurs quotas. Puis vient le moment où les Saoudiens disent « ça suffit » et ils commencent à inonder le monde de pétrole pour punir ces petits producteurs. Nous avons donc connu ce type de cycle cette année, au cours duquel les Saoudiens ont augmenté leur production. Les Russes, d'ailleurs, ont également augmenté leur production, ce qui provoque actuellement une surabondance de pétrole. Il y a en ce moment un excédent de pétrole et cela maintient les prix à un niveau bas. Cela ne va pas durer très longtemps, car la règle d'airain des excédents pétroliers est qu'ils encouragent la surconsommation dans les économies occidentales, surtout aux États-Unis, où Donald Trump adore le pétrole et déteste les énergies renouvelables. Le résultat, c'est que les pays occidentaux, les consommateurs occidentaux, profitant du prix du pétrole plus bas, commencent à en augmenter l'usage. Et cela, à son tour, conduit finalement à une pénurie de pétrole, surtout lorsque les producteurs, inquiets de la surabondance, commencent à réduire leur production. Donc d'ici 1 an ou 2, nous serons de nouveau confrontés à une pénurie de pétrole. Oui, d'accord. Parlons un peu de ces manœuvres militaires chinoises en cours autour de Taïwan dont j'ai vu beaucoup de rapports. La Chine appelle cela un jeu de guerre 2025, ou quelqu'un l'appelle ainsi, et tout cet exercice revient à bloquer pratiquement toute la zone, l'ensemble de l'île de Taïwan, en coupant presque toutes les principales voies maritimes et l'espace aérien. Cela a eu un impact considérable sur le transport de marchandises, le transport de passagers, les vols et tout le reste. Maintenant, c'est un exercice militaire, mais le message est assez clair. Si nous voulons prendre Taïwan, nous pouvons le faire à tout moment. Est-ce ainsi que vous le voyez? Absolument. C'est exactement ce que cela signifie. Oh, mon chien arrive. C'est exactement ce que cela signifie. Cela veut dire précisément cette chose-là. La Chine a une fois de plus démontré qu'elle possède une supériorité écrasante dans la zone autour de Taïwan. Taïwan, bien sûr, est une île chinoise, faisant partie des mers entourant la Chine. Il n'est donc pas surprenant que la Chine, qui est désormais sans équivoque une grande puissance, soit en mesure de mettre en place ce type de blocus. En d'autres termes, ce que la Chine fait effectivement, c'est démontrer sa capacité à défendre son littoral. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Taïwan, apparemment, le gouvernement et les dirigeants ont pris contact avec le Japon, par exemple. Souvenez-vous que Kishida a déclaré que si quelque chose arrivait à Taïwan, ce serait une menace pour la survie du Japon. Eh bien, le Japon n'a rien fait, il n'a même rien dit, évidemment. Et puis Trump a dit « Je ne suis pas inquiet », ce qui signifie qu'il ne va rien faire. C'est ainsi que j'interprète sa phrase « Je ne suis pas inquiet ». C'est bien ça? Exactement. Il ne va rien faire parce qu'il ne peut rien faire. Je veux dire, les Américains agissent déjà avec Taïwan. Ils fournissent des armes à Taïwan. Et comme nous l'avons évoqué, il existe un flux clandestin d'armes vers Taïwan. Mais la flotte américaine n'est pas en mesure d'affronter la marine chinoise dans le détroit de Taïwan, ni même à proximité de Taïwan. Apparemment, le Pentagone a mené d'innombrables jeux de guerre, et ils aboutissent tous à la même conclusion. La Chine gagne. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les ventes d'armes à Taïwan, c'est toujours comme les ventes d'armes à l'Ukraine. Il y a toujours beaucoup de corruption, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y en a. Donc le dernier accord, celui de 11 milliards de dollars, à mon avis, d'accord. Taïwan finira par obtenir quelque chose. Mais je doute qu'ils obtiennent tout. La raison, c'est que, par le passé, chaque fois qu'un grand contrat d'armement était annoncé, la livraison se faisait toujours des années plus tard. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens, des deux côtés, qui gagnent de l'argent
des individus qui en profitent. C'est tout à fait vrai. Je veux dire, cela s'est certainement vérifié en Ukraine. Je n'ai aucun doute que c'est aussi vrai pour Taïwan. Puis-je dire quelque chose? Toute personne censée à Washington devrait comprendre que soutenir la sécession de Taïwan est une impasse. Tout ce que cela fait, c'est créer des tensions avec la Chine. Cela va à l'encontre des promesses que les États-Unis ont faites par le passé, des promesses écrites que les États-Unis ont faites. Et cela place le pays dans une position perdante. Les États-Unis ne peuvent pas défendre Taïwan contre la Chine. Ils se préparent à une humiliation militaire. Alors, quelle est la politique rationnelle et sensée à adopter face à tout cela? Négocier avec la Chine au sujet du retour éventuel de Taïwan à la patrie, la réunification pacifique de Taïwan, et faire ce que les Britanniques à contre-cœur ont fini par faire avec Hong Kong, ce qui au fond n'est pas un scénario si différent. Aller dire aux Taïwanais, dire à leurs dirigeants, « Écoutez les gars, nous ne pouvons pas vous aider, cela ne fonctionne pas. » Vous devez trouver un accord avec la Chine et vous devez le faire rapidement, car au bout du compte, s'il y a une crise, vous serez seul. Voilà la politique étrangère rationnelle. Les Américains, eux, ne mènent jamais de politique étrangère rationnelle. Eh bien, en partie, je veux dire, même à Taïwan, très peu de gens croient que si la Chine continentale voulait vraiment prendre Taïwan, ils auraient la moindre chance de l'en empêcher. Mais cela n'empêche pas certains individus de gagner de l'argent. On le voit souvent. Ces ventes d'armes concernent des personnes qui cherchent à s'enrichir. Ce sont elles qui poussent à conclure ces accords et elles gagnent des sommes énormes. Et il y a scandale après scandale à Taïwan, ce que l'Occident ne couvre jamais. Le plus récent concerne un projet de sous-marin lancé il y a environ 10 ans, ou peut-être 9. Le projet, dès le départ, sous la présidence de Tsai Ing-wen, était vicié. Elle savait que Taïwan ne pouvait pas construire ses sous-marins, ils sont trop complexes. Elle le savait, mais elle a tout de même poursuivi, car elle devait récompenser ses partisans lorsqu'elle est devenue présidente, ainsi que les membres de son propre parti, ses amis et sa famille. Et maintenant, tout a explosé. Après des milliards de dollars dépensés, il n'y a rien à montrer. Ce soi-disant sous-marin fabriqué à Taïwan, personne n'ose accueillir l'équipe d'inspection et personne n'ose même monter à bord. Alors, l'Ukraine. Tu as tout à fait raison. C'est exactement comme l'Ukraine. Je veux dire, il y avait un système de missiles que les Ukrainiens développaient, appelé le Flamingo, et il s'avère qu'il n'existe pratiquement pas. C'est tellement typique de l'Ukraine. Ça ne me surprend pas du tout. D'ailleurs, les alliés des Américains finissent toujours comme ça. C'est vrai, je m'en souviens pour le Sud-Vietnam, et évidemment quand j'étais en Afghanistan. Partout où vont les Américains, la corruption les suit toujours. De plus, récemment, Sullivan a donné une interview, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était très intéressant. Il a parlé de Taïwan et de tout un tas d'autres sujets. Il a même reconnu ouvertement que lorsque Pelosi a visité Taïwan, tu te souviens de cette visite, il lui avait parlé avant. Cela confirme que l'administration Biden ne voulait pas qu'elle y aille, mais qu'elle a essentiellement dit « D'accord, je ferai ce que je veux ». Et cela semble confirmer. Ensuite, dans sa propre analyse, il a déclaré « Je pense que le coût pour Taïwan de cette visite a largement dépassé les bénéfices de cette visite. C'est donc remarquable qu'il l'ait effectivement reconnu. » Je trouve ça intéressant. Jake Sullivan l'a admis. Eh bien, voilà. Je veux dire, c'est intéressant. Il aurait pu parler, ils auraient pu s'exprimer publiquement contre cela. Exactement. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. N'est-ce pas triste qu'il n'ait rien dit quand il était au gouvernement? Ce n'est qu'après en être sorti qu'il semble plus honnête à propos de toute la situation.
Yes, whole yes, situation. yes, yes. Yeah. I mean, the whole thing should be an object lesson Oui, to oui. Taiwan, by Je the veux way, dire, again. toute cette When they affaire host- devrait servir de they host, leçon à Taïwan Nancy d'ailleurs. Pelosi, Ils accueillent Nancy Pelosi, qui arrive avec beaucoup de vent et ne produit rien de concret, et la position générale de Taïwan en ressort affaiblie. Et qui nous le dit? Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden. Jake Sullivan, Joe Biden's national security advisor. Mhm. And then one thing, I think the West- Une chose que selon moi les États-Unis ne comprennent probablement pas, c'est que les Américains aiment couper le salami en tranches, n'est-ce pas? Eh bien, la Chine sait aussi couper le salami. Ainsi, chaque fois que l'Occident fait quelque chose de provocateur, la Chine se rapproche de plus en plus. Vous voyez, maintenant, c'est un encerclement à grande échelle qui revient à dire « nous pouvons vous bloquer à tout moment ». Autrefois, avant la visite de Pelosi, la Chine continentale avait volontairement tracé une ligne, la ligne médiane entre Taïwan et le continent, en disant, sans raison particulière, « Normalement, nous ne franchirions pas cette ligne médiane ». Mais après la visite de Pelosi, cette ligne a disparu. Elle n'existe tout simplement plus. Et la Chine continue de mener des exercices militaires. Oui, oui. Je veux dire, il va arriver un moment où ce ne seront plus des exercices, mais des répétitions. Et encore une fois, je me demande si cela est bien compris aux États-Unis. Probablement pas. Ils pensent pouvoir trancher le salami eux-mêmes, mais d'autres peuvent le faire aussi, non? Mais encore une fois, vous avez mis le doigt dessus. Les Américains ont beaucoup de mal à comprendre que d'autres puissent leur faire ce qu'ils font eux-mêmes aux autres. Le fait qu'ils soient sanctionnés par la Chine et que cela ait réellement un effet, que ce ne soit pas seulement quelque chose d'écrit sur le papier, les choque. Le fait que la Chine puisse restreindre les terres rares, alors que ce sont les États-Unis qui ont toujours agi pour limiter les technologies et leur approvisionnement à d'autres. Cela aussi les surprend et leur paraît totalement inattendu. Et le fait que la Chine, comme vous le dites à juste titre, puisse pratiquer la stratégie du salami, tout comme les Américains le font, cela aussi les choque. En d'autres termes, qu'elle crée des faits accomplis sur le terrain, se plaçant ainsi dans une position plus forte pour l'avenir. C'est exactement ce que les Américains adorent faire. Là encore, cela les étonne profondément. C'est ainsi. Je pense que le but de socialiser l'idée de l'islam, c'est que les gens s'y habituent de plus en plus. Non, quand on le fait encore et encore, alors, au moment de passer à l'action finale, les gens se disent simplement « Ah d'accord, ça fait partie de la Chine, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ». Donc je pense que c'est intelligent de cette manière. Il ne faut pas le faire une seule fois. Tout le monde serait choqué, mais si on le fait de nombreuses fois, alors, quand on le fait enfin, le monde finit par l'accepter. Je pense que c'est probablement ce qui se passe. Je pense qu'il y a un peu de ça. Vous savez, il y a ce concept de la grenouille qu'on fait bouillir. Si on chauffe l'eau trop vite, la grenouille saute dehors. Mais si on la chauffe progressivement, elle reste dans l'eau. Donc je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, en fait. Oui. Et une autre chose qu'il a dite dans son interview, c'est qu'il ne croit pas lui-même à cette situation gagnant-gagnant. Je suis sûre que le gouvernement chinois le lui a répété de nombreuses fois, mais il a affirmé qu'au fond de lui, il n'y croyait pas. Il a même ajouté qu'il ne pensait pas que la Chine y croyait non plus. Sur ce point, je pense en fait que je serais d'accord avec lui. Le problème, c'est qu'une situation gagnant-gagnant exige les deux parties. On ne peut pas en avoir une avec une seule. Mais si les États-Unis déclarent que la Chine est l'ennemi, eh bien, quel autre choix la Chine a-t-elle que de faire des États-Unis son ennemi, n'est-ce pas, malheureusement? Le concept du gagnant-gagnant suppose la raison et la lucidité des deux parties. Ce que disent les Chinois, c'est « Regardez, si nous commerçons de manière équitable et juste, vous en tirez profit, nous en tirons profit.
C'est une situation gagnant-gagnant pour nous. Si nous réglons les problèmes en mer de Chine méridionale et à Taïwan, vous en bénéficiez, nous aussi. C'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Nous ne voulons pas de jeu à somme nulle, où le vainqueur rafle tout. Et nous comprenons que cela peut poser problème. Nous ne considérons pas l'art de gouverner comme la recherche de résultats à somme nulle. Nous cherchons à obtenir des résultats gagnant-gagnant, car c'est ainsi que nous concevons la diplomatie. Comme je l'ai expliqué dans de nombreux programmes que nous avons réalisés ensemble, ce n'est pas la vision occidentale. La vision occidentale, c'est la diplomatie comme compétition. Tout tourne autour de la recherche d'un avantage et du succès sur l'autre camp. Donc c'est toujours un jeu à somme nulle. Tu sais, nous gardons Taïwan, même si nominalement, nous acceptons la politique d'une seule Chine. Le statu quo se poursuit indéfiniment. Tu l'as vu, tu me l'as dit, tu m'as fait exactement cette remarque la dernière fois que nous avons parlé. Ceux qui parlent de préserver le statu quo disent en réalité qu'ils veulent que Taïwan continue indéfiniment dans sa situation actuelle. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais je t'ai envoyé quelques commentaires de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, dans lesquels il faisait exactement le même constat que toi. Que lorsque les gens parlent de préserver le statu quo dans le détroit de Taïwan, ils ne le font pas de bonne foi. Ils cherchent vraiment à prendre l'avantage sur la Chine en maintenant celle-ci. En fin de compte, la Chine divisée indéfiniment. Et cela, évidemment, n'est pas une situation gagnant-gagnant. C'est un jeu à somme nulle. Mais c'est ainsi que pensent les dirigeants occidentaux, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays qu'ils ont décidé de considérer comme un rival potentiel, un adversaire potentiel. En l'occurrence la Chine. Ainsi, les Chinois ont une manière d'aborder les affaires internationales et la diplomatie, tandis que l'Occident en a une diamétralement opposée. Et ce que Trump vient de faire, en somme, c'est faire tomber le masque et révéler ce qui a toujours été vrai de la politique occidentale, et plus précisément de la politique américaine, depuis le début. Oui. Et dans le cas de la Chine doit jouer son rôle, vous savez, sur cette base, parce qu'il faut être deux. Mais si un côté décide que c'est un jeu à somme nulle, alors il faut simplement participer, je veux dire, à contre-cœur. Absolument. Je veux dire, à chaque rencontre que Xi Jinping a eue avec des dirigeants américains, il a essayé de leur expliquer cela à de nombreuses reprises, et il expose longuement les avantages d'une diplomatie gagnant-gagnant. Mais je pense qu'il viendra un moment, et c'est probablement déjà le cas d'ailleurs, où la Chine comprendra qu'on peut expliquer cela 1000 fois aux Européens, et qu'ils n'écouteront toujours pas, parce qu'ils partent du principe que tout le monde pratique la diplomatie de la même manière qu'eux. Donc, étant donné que c'est ainsi, il arrive un moment où il n'y a plus de raison de perdre du temps à essayer de convaincre des gens d'un point de vue qu'ils ne comprendront jamais. Et cela s'explique probablement aussi par la période de 2020 à 2025. La Chine est devenue beaucoup plus affirmée, n'est-ce pas? Parce qu'avant cela, la Chine essayait encore d'être amicale, tu vois, sans rien faire de trop extrême. Oui, mais finalement, la Chine en est arrivée à un point où elle s'est dit « D'accord, ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas continuer à simplement tolérer toutes ces humiliations, ces sanctions et ces punitions déraisonnables simplement parce que nous réussissons. » Donc, nous avons des outils, nous avons des cartes. Oui, absolument. Absolument. Je veux dire, je pense que nous avons déjà parlé de cette mythologie des guerriers loups et de tout cela qui n'ont en réalité jamais existé. Je veux dire, il y a un certain nombre de diplomates chinois qui se contentent de dire les choses clairement, et cela est perçu comme agressif. Mais vous avez tout à fait raison. La Chine a été très coopérative dans le système international jusqu'à présent.
À partir de maintenant, elle deviendra effectivement plus affirmée, car elle n'a plus d'autre choix. Oui, oui. Avant de parler de l'accord sur l'Ukraine, parlons un peu du cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande. Je veux juste souligner que tu avais raison. Tu avais dit qu'à un moment donné, la Chine devait intervenir pour négocier, tu sais, aider à la médiation. C'est ce qui semble s'être passé. La Chine est effectivement intervenue cette fois et ils ont probablement une paix plus durable. Tu es d'accord? Oh, absolument. Et bien sûr, l'autre chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que Donald Trump, quand cela s'est produit, s'en attribuerait le mérite, ce qui est exactement ce qui se passe maintenant. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, les Américains ne savent plus faire cela. Ils savaient le faire autrefois. La Chine, évidemment, le sait. Espérons que cette fois, cela tienne. Ouais, donc l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, un peu comme l'histoire entre le Cambodge et la Thaïlande, j'ai juste l'impression que tout le problème avec l'approche de Trump, c'est que il veut une solution très simple et rapide, sans aller au fond du problème, non? Tu penses qu'il va se passer quoi? Parce qu'on dirait qu'il va y avoir un accord, mais maintenant on dirait qu'ils ont essayé d'assassiner Poutine ou quelque chose comme ça. Que se passe-t-il ici? Je ne pense pas que nous soyons plus proches d'un accord qu'auparavant. Je veux dire, c'est ça qu'il faut dire. Les Américains arrivent avec toutes sortes d'idées. Ce qu'ils veulent faire, leur objectif, très simplement, c'est convaincre les Russes d'arrêter. Parce qu'ils savent que si les Russes continuent, la défaite, déjà visible pour tout observateur objectif, va empirer encore et encore pour eux. Je veux dire, cela ne va pas seulement devenir une défaite, mais à terme, un désastre cumulatif et massif de politique étrangère. Mais ils ne sont pas prêts à faire les concessions nécessaires aux Russes. Les Américains ne le sont pas. Et les Ukrainiens, évidemment, ne feront pas ces concessions, car tout le régime en Ukraine repose sur une politique d'opposition à la Russie. Donc, je veux dire, ils ne seront pas d'accord. C'est comme demander à un tigre de devenir une souris. Ils ne peuvent pas faire ça. Et les Européens sont maintenant tellement investis dans ce projet, et ils sont toujours très inquiets que les Américains et les Russes s'unissent et commencent à conclure des accords sur l'Europe sans les Européens. Alors, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher cela aussi. Nous avons donc des négociations qui sont simplement... Enfin, ce ne sont même pas vraiment des négociations. Je veux dire, il n'y a jamais eu, jusqu'à présent, de véritables équipes de négociation s'asseyant chaque jour, se parlant, échangeant des idées et des notes d'information, ayant des discussions officieuses, cherchant des compromis, explorant des pistes. Nous n'avons jamais eu quelque chose de ce genre. Nous avons juste eu des gens qui partaient chacun de leur côté. Ritkov se rend à Moscou, passe 5 heures à discuter avec Poutine, revient à Washington avec de nouvelles idées. Il y a parfois une certaine confusion sur ce qu'il rapporte réellement. Des réunions sporadiques, ce genre de choses. Mais rien n'a jamais vraiment pris forme au point de pouvoir être qualifié de véritable plan de règlement. Et chaque fois que nous semblons nous en approcher un peu, les Ukrainiens et les Européens agissent pour le bloquer. Trump a donc perdu énormément de temps avec tout cela. Mais si l'objectif est d'obtenir la paix en Ukraine, il n'en est pas plus proche. Et si l'on écoute ce que disent les Russes, ils ne croient plus que cela arrivera un jour. Je veux dire, Poutine vient d'avoir 2 réunions importantes avec ses généraux ces derniers jours. Il est pour moi tout à fait clair qu'il se concentre surtout sur la victoire militaire. S'il est si désireux de mettre fin à cette guerre, pourquoi n'écoute-t-il pas attentivement, par exemple, ce que les Russes veulent vraiment? Je veux dire, les Russes ont dit très clairement dès le début, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Jusqu'à présent, je n'ai même pas entendu de garantie à ce sujet. Cela semble pourtant simple à faire, tu sais. Et puis, bien sûr, la dénazification, je ne vois rien être fait de ce côté-là, etc. Donc, ils n'ont abordé aucune des questions profondes. Mais tu continues à dire qu'il y a un accord, qu'il y a un accord. Tu as tout à fait raison. Je veux dire, ton point sur les causes profondes et le fait qu'on ne les aborde jamais est absolument juste. Ce qu'ils essayent de faire, parce qu'ils ne veulent pas examiner ces causes profondes, c'est d'éviter de discuter de tous ces sujets difficiles, car le faire serait très difficile pour eux aussi d'ailleurs. Je veux dire, s'ils admettent par exemple que l'Ukraine ne pourra jamais rejoindre l'OTAN et devra toujours rester un pays neutre, alors ils reconnaissent en fait que toute leur politique étrangère en Europe au cours des 30 dernières années a été un désastre absolu qui a conduit à cette défaite. Donc psychologiquement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour eux à faire. Donc, ils ne veulent pas faire cela, mais ils ne veulent pas non plus que les Russes progressent. Ils élaborent donc diverses propositions qui, lorsqu'on les examine de près, sont essentiellement des propositions de cesser le feu, des propositions que, bien sûr, les Russes ont toujours rejetées et percées à jour immédiatement. Je veux dire, quoi qu'on pense des Russes, ils ne sont pas stupides. Ils savent reconnaître une bonne affaire, une mauvaise affaire, et ce qui n'a aucun sens. Mais les Américains, lui, structurellement, ne peut pas conclure le type d'accord que vous avez mentionné. Je pense qu'une partie de la raison est que Trump lui-même est partagé. Il n'a pas la discipline nécessaire pour imposer de l'ordre à son administration de cette manière. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de gens à Washington qui de toute façon ne sont pas d'accord avec la politique consistant à chercher un accord et qui veulent encore poursuivre la guerre. Ils continuent de se dire que si l'on envoie encore quelques armes, un peu plus d'argent et que l'on renforce un peu plus les sanctions, on finira par obtenir le succès contre les Russes que l'on promet depuis 4 ans. Le résultat, c'est que les Américains n'ont jamais réussi à s'organiser correctement, ni à proposer une véritable initiative avec laquelle les Russes puissent travailler. Je vais dire une chose, et je pense que c'est un point important, c'est que tout cela n'est que théâtre, que diplomatie de façade. Car si l'on regarde la réalité, le flux direct d'armes américaines vers l'Ukraine s'est réduit à un filet. Et le financement direct américain de l'Ukraine s'est lui aussi réduit à un filet. Donc, si le but de ces négociations, tout cela venant, soit dit en passant, de Trump, était simplement de dissimuler le fait que les États-Unis s'éloignent en réalité de l'Ukraine, on pourrait dire en un sens que cette diplomatie ou ces négociations ont rempli leur fonction, parce que nous parlons de détails abstraits de plans hypothétiques, alors qu'en réalité, l'Ukraine reçoit moins d'argent et moins d'armes. Si cette diplomatie n'avait pas lieu, nous parlerions de cela, du fait que l'Ukraine reçoit moins d'argent et moins d'armes. Et cela pourrait être politiquement plus difficile pour Trump. Je ne pense pas, comme je l'ai dit, que Trump le fasse délibérément de cette manière, car je ne le crois pas aussi subtil. Mais c'est simplement quelque chose à garder à l'esprit. D'accord. Est-il possible que Trump ait vraiment besoin de ce cessez-le-feu ou de ce qu'il appelle un accord de paix, afin que lorsqu'il sera président, il ne soit pas celui sous lequel l'Ukraine subira une défaite totale? Ce sera sous sa responsabilité. En fait, je peux vous affirmer avec certitude que c'est vrai. J'ai quelqu'un qui est en contact avec des personnes proches de Trump et qui connaît Trump lui-même. Et il m'a dit que c'est cela qui empêche Trump de dormir la nuit. La crainte qu'il y ait un autre moment semblable à la chute de Saïgon lorsqu'il sera président. Et c'est vraiment pour cette raison
qu'il consacre autant de temps à la diplomatie, parce qu'il veut que cela se produise. Mais si, disons, d'une manière ou d'une autre, il parvenait à imposer un accord, un soi-disant accord de paix, cela ne serait pas durable. Il s'effondrerait probablement à nouveau. Vous savez, les deux camps pourraient finir par se battre une seconde fois, non? N'est-ce pas? Absolument. Je veux dire, cela ne durerait pas un an, comme les Russes le lui ont répété à plusieurs reprises, et comme il l'a maintenant reconnu à 2 reprises. Il l'a admis en août, et il l'a admis de nouveau il y a quelques jours. Mais bien sûr, tout le monde sait que tôt ou tard, il reviendra, essayant encore d'obtenir le cessez-le-feu. Revenons maintenant à cette interview avec Sullivan. Il a également dit quelque chose à propos de la guerre en Ukraine. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'il a déclaré que, à l'automne 2022, à un moment où, je crois, l'Ukraine avait repris un peu de territoire ou quelque chose du genre, ils avaient interprété cela comme une contre-attaque ukrainienne et comme le signe que la Russie n'était pas capable d'atteindre ses objectifs. En réalité, cela serait perçu comme une défaite russe et l'effort russe à atteindre cet objectif. Et donc, ils ont eu une réunion à la Maison-Blanche pour discuter de la possibilité que la Russie utilise des armes nucléaires. Leur conclusion a été qu'il y avait 50% de chance. Maintenant, j'aurais pu leur dire la même chose parce que, quoi qu'il arrive, on peut toujours dire qu'il y a 50% de chance, mais il a aussi mentionné très brièvement qu'ils avaient contacté la Chine à ce sujet. J'imagine qu'ils essayaient de demander à la Chine de convaincre les Russes de ne pas utiliser d'armes nucléaires ou quelque chose comme ça. C'est donc un détail que je trouve intéressant. Mais je pense qu'ils ont complètement mal évalué la situation à l'époque, non? Absolument. Je dois dire que cette histoire selon laquelle les Russes étaient sur le point d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine à l'automne 2022 a été très largement diffusée. Les Russes l'ont catégoriquement démentie. Elle est censée reposer sur des informations issues du renseignement. Mais bien sûr, le renseignement peut se tromper. Et vous avez tout à fait raison. Les Américains ont complètement mal évalué la situation à l'automne 2022. Ils pensaient que l'Ukraine allait gagner, ou pourrait gagner. Ils pensaient que la Russie pourrait perdre. Et ils ont pris toutes sortes de décisions et d'hypothèses sur cette base. Ils ont également tenté à nouveau d'utiliser la Chine pour faire pression sur la Russie. Je pense qu'ils ont dit que les Russes étaient sur le point d'utiliser des armes nucléaires et que la Chine devait les contenir, pensant que ce serait, je suppose, la première étape pour amener la Chine à exercer une pression sur la Russie. Il est intéressant de constater que quoi qu'il se soit réellement passé cet automne-là, les États-Unis se sont tournés vers la Chine pour obtenir de l'aide. Vous savez, je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a une phrase très célèbre de l'historien britannique A.G.P. Taylor à propos de l'Occident et des Russes. Il disait que l'Occident aime utiliser la Russie comme un robinet qu'il peut ouvrir et fermer à sa guise. Ainsi, lorsque l'Occident a des problèmes avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ou avec le Kaiser ou Napoléon, nous sommes tous amis avec les Russes à ce moment-là. Dès que les Russes ont accompli leur tâche, alors vous savez, nous redevenons hostiles envers eux. Et quelque chose de similaire commence à se développer aujourd'hui. La même dynamique entre les États-Unis et la Chine. Ils utilisent les Chinois, ils veulent s'en servir pour faire pression sur les Russes, mais ils ne comptent rien donner à la Chine en retour. Oui, ils pensent encore qu'ils dominent le monde. Ils s'attendent, tu sais, à ce que le monde obéisse aux ordres des États-Unis et de l'Occident en général. Oui, ils ont toujours cette mentalité. Oui,
C'est pour ça que c'est si difficile. En ce moment, nous sommes dans une période de transition et ils ne sont pas habitués à l'idée qu'ils ne dominent plus le monde. Il faut, tu sais, avoir des discussions respectueuses, mais eux ne le font pas. Ils refusent. Ils refusent de le faire. Donc le Moyen-Orient est maintenant dans une situation très... J'essaie de comprendre ce qui se passe au Yémen. Alors, l'événement récent, je crois que c'était hier, non? La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a bombardé une ville portuaire au Yémen. Ils ont accusé les Émirats arabes unis d'avoir envoyé des armes à un groupe appelé le Conseil de transition du Sud, le CTS. Je ne savais même pas qu'il y avait un autre groupe. Je pensais que le Yémen se limitait au gouvernement yéménite et aux Houthis, mais il y a aussi le CTS. Alors, que se passe-t-il là-bas? Eh bien, que se passe-t-il? Je veux dire, je ne suis pas un grand expert du Yémen, mais je peux vous dire clairement qu'il existe des conflits entre les États arabes. Tous. Je veux dire, nous parlons des États arabes du Golfe. À un certain niveau, ils semblent tous très similaires. Des monarchies, des symboles royaux. Ils se réunissent au sein du Conseil de coopération du Golfe. Ils sont tous alliés. Mais à un autre niveau, il existe des rivalités anciennes entre eux. Il y a par exemple une rivalité de longue date entre l'Arabie saoudite et le Qatar, et il y a aussi des rivalités entre les Saoudiens et les Émirats arabes unis. En gros, ce qui se passe, c'est qu'au Yémen, ces deux pays soutiennent des factions différentes, tout comme ils le font d'ailleurs dans la guerre civile au Soudan. Voilà. Oui, d'accord, on verra bien. Je veux dire, il semble qu'il y ait les Émirats arabes unis, le Yémen, l'Arabie saoudite, et puis derrière eux, bien sûr, il y a toujours les États-Unis, la Chine, la Russie, et dans ce cas, l'Union européenne et peut-être l'Inde, tu vois. Il y a de nombreux acteurs complexes. Je pense qu'il faut d'abord dire que tous ces États que l'on voit dans le Golfe sont des constructions très récentes. Ce sont essentiellement des créations britanniques. Après la Première Guerre mondiale, les Britanniques étaient la puissance dominante au Moyen-Orient. Et ils ont partagé la région entre eux et les Français. Ils ont donné la Syrie et le Liban aux Français, gardé l'Égypte et la Palestine pour eux-mêmes, et divisé la majeure partie du reste du Moyen-Orient entre deux familles, les Hachémites, qui dirigeaient l'Irak et la Jordanie, et les Saoudiens, qui contrôlaient la péninsule arabique. Pour garder ouverts les ports autour du Golfe, ces ports du Golfe, ce qui était très important pour les Britanniques, alors principale puissance navale et économique, ils ont créé tous ces petits émirats le long du Golfe Persique. Et ils ont également conservé une grande base militaire au sud du Yémen, à Aden, et ils ont en quelque sorte créé le Yémen. Ils ont joué sur, enfin, on les appelle des tribus, mais vous savez, les groupes, les clans qui existent dans cette région. Cela repose bien sûr sur les loyautés réelles des populations de ces zones particulières. Ainsi, des endroits comme les Émirats arabes unis, le Qatar et d'autres s'inquiètent de leur légitimité et de leur autorité. Ils sont aussi très nerveux à propos des Saoudiens, une dynastie bien plus ancienne qui remonte au XVIIIe siècle. Et donc, ils ne veulent pas que l'Arabie saoudite devienne trop dominante ou trop puissante. Vous savez, ils jouent à tous ces petits jeux, avec tous ces petits mouvements dans différents endroits. Ces conflits sont toujours là, sous la surface. Oui. Un autre exemple, c'est la Somalie et le Somaliland, n'est-ce pas? Peux-tu m'expliquer ça? En plus, je ne savais même pas que la Somalie était, eh bien, qu'une partie appartenait aux Britanniques et l'autre à l'Italie. Ils les ont réunis, et maintenant une partie a déclaré son indépendance. C'est exact. Il y avait donc le Somaliland britannique et la zone somalienne italienne. Et bien sûr, il y a Djibouti, que les Somaliens revendiquent également comme faisant partie de la Somalie.
Après la décolonisation dans les années 1960, la Somalie italienne et la Somalie britannique se sont unies et sont devenues pendant une courte période un État socialiste, ou du moins proche du socialisme, allié à l'Union soviétique. Puis, les choses ont commencé à se détériorer. Ils se sont disputés avec les soviétiques sur toutes sortes de questions. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et le régime a commencé à évoluer vers une dictature. La dictature elle-même s'est effondrée, puis il y a eu une insurrection majeure et des violences, et les deux parties différentes de la Somalie se sont séparées. Et il y a la Somalie italienne et l'autre Somalie, et elles ne sont pas très amicales l'une envers l'autre. Il y a de nombreux conflits, et il n'existe aucun gouvernement stable dans ces régions. Encore une fois, ce que l'on commence à observer, c'est que ce territoire est devenu un lieu où les différents États arabes, les Somaliens, je devrais préciser, sont musulmans, c'est une région musulmane, sont désormais fortement engagés dans une compétition entre eux, soutenant une faction ménicienne contre une autre, et ainsi de suite. Il y a aussi un esprit géopolitique ici, la Chine est présente. Je pense que c'est à Djibouti. Ils ont une base navale. C'est donc très important que la Chine ne gagne pas davantage d'influence en Somalie. Les Américains y sont aussi. Les Britanniques, bien sûr, y sont également, car comme tu sais, ils étaient les anciennes puissances coloniales, les maîtres. Et bien sûr, il y a aussi l'inquiétude concernant les Russes, qui pourraient envisager d'ouvrir une base au Soudan. Il faut à tout prix empêcher cela. Le résultat, c'est que ces populations malheureuses qui vivent dans cette région ne sont jamais laissées tranquilles, et les tensions ne cessent de croître. Elles sont toujours des pions dans les jeux d'échecs des autres. Donc, la dernière nouvelle, c'est qu'Israël reconnaît le Somaliland. Je pense que l'Union africaine et la plupart des pays arabes ne sont pas contents de cela, car ils accusent Israël de le faire pour pouvoir envoyer tous les Palestiniens au Somaliland. Oui, voilà ce qui se passe. Eh bien, ce n'est pas impossible. Je ne le savais pas d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout impossible. Je veux dire, il y a sans doute des gens en Israël qui pensent de cette façon. Je devrais dire que le Somaliland est mentionné dans la Bible, et nous savons qu'en Israël, ils accordent beaucoup d'importance à ce qui s'y trouve. Il peut donc y avoir un élément de cela aussi. Mais l'autre chose que je dois dire, c'est que vous savez, si les Israéliens peuvent établir une certaine présence au Somaliland, alors ils auront une présence en mer Rouge et dans le Golfe arabique, et tout cela. Enfin, plutôt la mer d'Arabie, pas le Golfe arabique. Il peut donc aussi y avoir des implications militaires stratégiques, ce qui ne serait pas non plus bien vu par l'Union africaine ou les pays arabes. Oui, et au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a actuellement 15 membres. À l'exception des États-Unis, ils ont tous condamné la reconnaissance du Somaliland par Israël, affirmant que c'est une violation de la souveraineté de la Somalie. Oui. Très bien, je vous ai mentionné qu'il y a une grande discussion sur les réseaux sociaux chinois à propos de cette ligne fatale. Ce concept n'est pas nouveau. Aux États-Unis, de nombreuses données montrent que peu de gens ont des réserves. Je parle d'épargne. Je crois qu'environ 2/3 des Américains vivent d'un salaire à l'autre, et probablement 5-9% d'entre eux n'ont pas plus de $1 000 d'économie. Cela signifie qu'ils ne sont qu'à un accident de la faillite, même s'ils ont un emploi, parfois même bien rémunéré. Mais comme ils n'ont pas d'épargne, si quelque chose se produit, ils peuvent faire faillite immédiatement. La raison pour laquelle cela a attiré autant d'attention, c'est que quelqu'un lui a donné un nom. Ils ont appelé cela la ligne fatale, et cela a choqué tout le monde. Alors, quel est votre point de vue là-dessus? Les Européens sont mieux protégés que les Américains.
Eh bien, ils sont mieux protégés à certains égards, dans la mesure où nous avons en Europe des systèmes de protection sociale beaucoup plus sophistiqués et étendus. Donc en Europe, on ne fait pas faillite si l'on tombe malade. C'est la première chose à dire. Si vous tombez malade, vous ne ferez pas faillite. Il existe beaucoup plus de protection de l'emploi, ce qui fait qu'on ne peut pas être licencié aussi facilement qu'aux États-Unis. Les indemnités sont plus importantes et la sécurité sociale est aussi bien plus généreuse. Cela dit, le fait que les gens aient très peu d'économies, et c'est vrai d'ailleurs, au Royaume-Uni elles sont catastrophiquement faibles, reste préoccupant. L'Allemagne était autrefois mieux lotie, mais c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Eh bien, cela crée évidemment aussi un certain degré de fragilité dans le système, car les gens ne veulent pas être réduits au statut de bénéficiaires de la charité publique. Et il y a aussi la crainte que, s'il y a une crise majeure, beaucoup de personnes sans emploi, perdant leur travail, leur logement, elles se tournent vers l'État pour obtenir de l'aide. Étant donné que la situation financière de l'Europe est très mauvaise, cela pourrait également fragiliser les États européens, car ils ne seraient pas en mesure de financer le type de protection sociale généreuse dont ils disposent actuellement. Donc cela existe bel et bien. Cela crée une énorme tension en Grande-Bretagne, certainement en Grande-Bretagne, et en Grèce, où je suis au courant de la situation. Peut-être que ce n'est pas aussi aigu qu'aux États-Unis, mais c'est certainement présent. Oui, enfin, tu vois, même dans mon programme, j'en ai déjà parlé et beaucoup de gens en parlent aussi, tu sais. Mais je pense que tout cela est pris dans cette idée, cette ligne de survie. Je crois que beaucoup de gens en Chine sont tout simplement choqués. Comme vous êtes le pays le plus riche du monde, comment pouvez-vous laisser une si grande partie de votre population vivre dans une telle difficulté? C'est une lutte. Rester au-dessus de cette ligne de survie, pour beaucoup de gens, c'est une lutte. Eh bien, c'est le cas. Je pense que ce dont les gens en Chine devraient peut-être être conscients, c'est que l'école de pensée économique dominante en Occident, dominante depuis les années 1970, prône cela. Je veux dire, ils estiment que c'est la meilleure et la plus optimale façon d'atteindre l'efficacité économique, de maintenir les gens au travail et d'obtenir qu'ils acceptent des salaires plus bas. Alors qu'en Chine, bien sûr, je pense que le système est complètement différent. Mais en Occident, comme je l'ai dit, il existe une croyance largement répandue, presque une orthodoxie économique, selon laquelle c'est la meilleure voie. Et si l'on regarde simplement le système américain, je me disais, en fait, si je mets de l'argent de côté à la banque, les intérêts que je reçois sont imposés. Mais si j'emprunte de l'argent, les intérêts que je paie à la banque sont déductibles. Donc, cela te décourage presque d'épargner. Le système fiscal, en tout cas, t'encourage à emprunter de l'argent. Emprunter, c'est ça, oui. C'est exactement la même chose ici. Je veux dire, en Grande-Bretagne, tout le monde est endetté à un certain degré. Donc, oui, il y a certains problèmes fondamentaux dans le système, non? Même si je comprends, d'accord, ton taux d'intérêt, c'est ton revenu, donc tout revenu doit être imposé, je comprends ça, mais malgré tout, j'ai l'impression que le système est conçu de manière à ne pas vouloir que les gens aient beaucoup d'économies. Non, eh bien, c'est exact. Je pense que c'est tout à fait vrai. Comme je l'ai dit, pour le répéter encore une fois, le système est en réalité conçu de cette manière. Et un autre effet qu'il produit, bien sûr, c'est que toutes ces personnes qui travaillent si dur travaillent en fait à maintenir quelques individus très riches. Et en même temps, vous savez, les gens qui travaillent dur subissent toute cette insécurité dont les très riches ne souffrent pas. Marx, pour le redire, a parlé de tout cela.
Il a prédit que quelque chose de ce genre se produirait. Et d'ailleurs, je devrais préciser que je ne connais pas assez bien Marx pour être marxiste moi-même, mais j'ai beaucoup lu Marx. Je veux dire, il décrit tout cela de manière très très intelligente. Et il décrit aussi comment le capitalisme occidental, le système capitaliste occidental, repose sur l'exploitation. Or, ce que vous décrivez, c'est de l'exploitation. En Occident, cela fait très très longtemps, des décennies, que je n'ai pas vu le mot exploitation apparaître dans un article sur la politique économique. Et puis je pense que lorsqu'on conçoit un système comme celui-là, on donne beaucoup de pouvoir aux banques, non? Oui, elles contrôlent les finances des gens quand on leur emprunte de l'argent, n'est-ce pas? Donc elles ont quelque chose entre les mains qu'elles peuvent resserrer à tout moment. Si le taux d'intérêt augmente, soudain, beaucoup de gens ont du mal. Si le taux d'intérêt baisse, d'accord, les gens sortent et dépensent. Cela donne beaucoup de pouvoir aux banques. Oui. Absolument. Je veux dire, cela place les créanciers dans une position bien plus forte. Les créanciers, par définition, sont des personnes riches, et au cœur de tout cela se trouvent les banques. D'accord, donc Julian Assange, tu sais, mon héros, je l'admire vraiment, poursuit maintenant le Comité Nobel de la paix. Je dirais oui. Bon, son argument, c'est que Maria Machado, n'est-ce pas, la lauréate vénézuélienne du prix Nobel de la paix, elle soutient clairement un effort de guerre contre son propre pays et pourtant cette femme reçoit le prix Nobel de la paix. Je trouve remarquable que le Comité Nobel de la paix fasse cela. Mais encore plus remarquable que quelqu'un les poursuive en justice. Donc je célèbre cela. Moi aussi. J'espère qu'il gagnera. Je serais très curieux de voir s'il y parvient. Je comprends que la Fondation Alfred Nobel, qui se trouve en Suède, est furieuse à propos de ce prix et s'en est également plainte. Ils ont déclaré que cela violait tous les principes du prix Nobel de la paix qu'Alfred Nobel avait établi en le créant. Donc j'espère qu'il gagnera et j'espère qu'ils viendront le soutenir dans cette démarche. Peut-on dire maintenant que s'il gagne, ce serait un grand revers pour le prix Nobel de la paix en général, selon moi? Peut-on aussi dire que de plus en plus de ces institutions établies par l'Occident s'affaiblissent, qu'elles sont en difficulté? Oui, c'est le cas. Ils s'affaiblissent de manière très évidente. À mesure que l'Occident s'affaiblit, il dépend trop de ces institutions, et cela les discrédite. Autrefois, les États-Unis auraient su qu'il ne fallait pas laisser le comité du prix Nobel de la paix décerner le prix à quelqu'un comme Machado. Je veux dire, ils auraient cherché à garder leur distance avec une personne comme elle. Il valait mieux embarrasser les Chinois et les Russes quand ils attribuaient ces prix de la paix absolument venimeux à des militants, vous savez, pour avoir subverti ce qu'ils font là-bas. Mais aujourd'hui, ils ont perdu ce savoir-faire. Ils sont tombés dans le piège de la surexploitation. Et eh bien, on en voit le résultat. Et qu'est-il arrivé à Juan Guaidó? Pendant un moment, leur homme, c'était Juan Guaidó, non? Plus personne ne se souvient de lui. Ils ont changé. Non, bien sûr que non. Je veux dire, vous savez, il est devenu... Enfin, ils l'ont tous reconnu comme président du Venezuela. Je ne sais pas s'ils le reconnaissent encore, d'ailleurs. Et si ce n'est plus le cas, alors les Britanniques devraient rendre toutes les réserves d'or au Venezuela, car ils les ont saisies au motif que Maduro n'était pas le président légitime du Venezuela, mais que Guaidó l'était. C'est ridicule. Oui, c'est pour cela que la Chine a aussi commencé à proposer un service permettant aux gens de stocker de l'or en Chine maintenant. Oui. Je veux dire, pourquoi placerait-on son or en Grande-Bretagne maintenant, alors qu'il pourrait simplement le saisir? Et vous savez, eh bien c'est aussi quelque chose dont la Chine doit être consciente.
car les Chinois doivent comprendre qu'elle est en train de devenir le dépositaire mondial. Je veux dire, les dépositaires en Europe, Euroclear et Clearstream, sont désormais discrédités. Et cette tentative de saisir les avoirs russes les a particulièrement discrédités. Ainsi, la Chine met maintenant en place ses propres dépositaires, et de plus en plus de gens dans le monde vont y placer leur argent. Oui, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Je veux dire, à travers leurs propres actions, on ne peut pas leur faire confiance. D'accord. En regardant vers 2026, il y a quelques éléments que nous connaissons déjà, je suppose. Apparemment, Trump se rendra en Chine en avril. C'est un grand événement. Et puis, bien sûr, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Est-ce que les démocrates vont gagner beaucoup de sièges et les républicains en perdre beaucoup? Pour le moment, cela semble effectivement être le cas à cause de la situation économique. Mais les démocrates ont, à mon avis, toutes les capacités pour tout gâcher. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'à mesure que nous approchons des élections de mi-mandat, non seulement ils risquent de le faire, mais ils vont aussi rappeler à beaucoup d'Américains pourquoi ils avaient voté contre eux au départ. Donc pour ma part, je ne prédis pas, à ce stade, une victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat. C'est possible, bien sûr. Je n'ai pas la même perception directe de la situation aux États-Unis, mais il y a tellement de problèmes dans le système politique américain que quoi qu'il arrive, il deviendra plus instable parce que l'Amérique est en repli. Et comme vous l'avez peut-être déjà dit plusieurs fois dans cette émission, elle ne sait pas comment gérer cela. Elle n'arrive pas à accepter ce fait. De plus en plus, j'ai l'impression que le groupe de Trump, enfin, son équipe, n'est pas composé de gens très compétents. Ils sont tellement mauvais que même avec le dossier Epstein, ils ont tout caviardé, non? Ils ont fait des rédactions. Mais même avec ces passages masqués, beaucoup de gens disent qu'il n'est pas très difficile de deviner ce qu'il y a dessous. Il suffit d'utiliser quelques outils simples, copier et coller. Oui, Alors, ils n'arrivent même pas à faire ça correctement. Ils n'y arrivent tout simplement pas. correct. Serait tellement pétaneuse. Oui, ils sont très incompétents. Je veux dire, le contraste entre le gouvernement chinois et celui des États-Unis est frappant en ce moment, bien plus que ce que je pense les gens en Chine réalisent. Oui, je veux dire, les gens sont constamment surpris par ce genre de choses. Je pense que beaucoup de gens sont vraiment choqués. Ils se disent, comment pouvez-vous faire ça? N'est-ce pas? Vous êtes le plus riche, encore une fois. Les États-Unis sont censés être le pays le plus riche du monde et vous laisseriez votre population souffrir ainsi. C'est juste, oui, encore une chose, le Groenland. Que penses-tu qu'il va arriver au Groenland? Pourquoi Trump semble-t-il incapable de se débarrasser de cette idée, de revenir sans cesse au Groenland? Eh bien, je veux dire, cela revient au fait que l'Amérique est en repli et qu'elle doit organiser ses grandes mises en scène théâtrales pour convaincre tout le monde qu'elle est encore forte. Et donc, vous savez, si vous ne pouvez pas gagner en Ukraine et que vous ne pouvez pas gagner à Taïwan, eh bien, prenez le contrôle du Groenland. Oh, c'est vraiment grand, une vaste zone blanche au large de votre côte nord-est. Et vous savez, vous pouvez dire que vous avez désormais une grande présence dans l'Arctique et tout ce qui va avec. Et vous êtes maintenant en réalité le plus grand pays du monde, parce que le Canada, les États-Unis et le Groenland réunis seront encore plus grands que la Russie. Et vous savez, c'est encore un autre symptôme du déclin. Et c'est pourquoi les Américains maintenant, et c'est pas seulement Trump d'ailleurs, je l'ai remarqué, sont de plus en plus nombreux à parler du Groenland, en disant que c'est la voie à suivre, que c'est ce que les États-Unis doivent faire.
Et bien sûr, tout cela se concentre à nouveau sur la nouvelle doctrine Monroe, se replier dans notre sphère d'influence, tenir ces mauvaises personnes venues de Chine à distance, tout cela, établir notre présence dans l'Arctique. On trouve toutes sortes de justifications, mais au fond, c'est une démonstration de puissance, d'une puissance déclinante. Il y a un écrivain arabe très célèbre du XIVe siècle, Ibn Khaldoun, qui l'a très bien dit. Il expliquait qu'à la fin de chaque empire ou à la fin de chaque dynastie, il y a généralement une démonstration de puissance. Et on le voit, c'est comme la bougie juste avant de s'éteindre. Parfois, la flamme brille plus fort et certains y voient un signe de renouveau, alors qu'en réalité, cela signifie simplement que la lumière est sur le point de s'éteindre. La flamme est sur le point de s'éteindre. Et je pense que l'affaire du Groenland en est un autre exemple. Et au lieu de... Je pense vraiment que Trump devrait se concentrer davantage sur les affaires intérieures. Par exemple, sur la façon d'éliminer cette ligne fatale, tu vois, sur la manière d'offrir aux gens une meilleure protection que celle que le système actuel leur accorde. J'imagine qu'il est tout simplement incapable de le faire. C'est le piège de l'empire. Lorsque des pays deviennent des empires, l'attention de leurs dirigeants politiques se concentre sur l'empire lui-même et ils perdent de vue ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières. Ils ne peuvent jamais s'en détacher. Vous avez tout à fait raison. Trump devrait consacrer beaucoup moins de temps à la politique étrangère et se concentrer entièrement sur la politique intérieure. Mais les affaires de l'Empire le ramènent sans cesse et elles limiteront sa réussite. C'est donc ce que la Chine obtiendra. C'est ce que la Chine continuera à développer, car elle n'est pas un empire, tandis que les États-Unis ne le seront pas. Oui, et je trouve que même au sein de l'équipe de Trump, de sa propre administration, il y a tellement de factions. Non, Rubio veut faire quelque chose au Venezuela, puis il y a ceux qui veulent encore poursuivre la guerre en Ukraine, et bien sûr, d'autres qui visent l'Iran. Et au final, tout ramène à la Chine. J'ai l'impression qu'il y a tellement de factions qu'il n'arrive pas à se faire sa propre opinion dans bien des cas. Eh bien, c'est aussi un problème structurel dans la manière dont le gouvernement américain est organisé, car il place trop de responsabilités entre les mains d'une seule personne, le président. Même si le président était extrêmement compétent et travailleur, il ne pourrait pas superviser l'ensemble de la bureaucratie et de l'appareil de politique étrangère comme la Constitution l'exige de lui. Les pays plus performants disposent de systèmes politiques bien plus structurés. En Chine, par exemple, il existe le comité permanent du Politburo, le Politburo lui-même, le secrétaire, le comité central, le gouvernement, le Conseil d'État. Tous ces organes différents qui s'interconnectent, travaillent ensemble et se complètent mutuellement. Vous avez donc un gouvernement structuré avec un processus clair pour prendre des décisions. L'Amérique n'a jamais eu cela à aucun moment de son histoire. Les gouvernements américains, même les plus efficaces et les plus réussis, ont toujours été administrativement désordonnés. Et ils le deviennent encore plus à mesure que, comme je l'ai dit, le déclin s'intensifie, avec des personnalités excentriques comme Biden, qui dort la plupart du temps, et Trump, qui est... Eh bien, Trump, cela va empirer. Oui, Trump est toujours surexcité, je pense. Biden dort tout le temps. Merci beaucoup. Et nous reparlerons la semaine prochaine. Passez de très bonnes vacances demain. Ce sera l'année prochaine quand nous parlerons. D'accord. Joyeuses fêtes. Au revoir.